Bonjour et bienvenue pour cette troisième édition du Trésor Agrivoltaïsme. Nous avons abordé différentes thématiques les jours précédents. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les parcs agrivoltaïques concernant le suivi des expérimentales, les résultats agricoles qui viennent cautionner finalement ou prouver ces choix techniques et technologiques qui ont été faits et les bonnes pratiques, quelques recommandations en termes de bonnes pratiques pour des projets agrivoltaïques. Nous avons autour de la table trois éminents spécialistes. Je vais commencer tout d'abord à ma gauche par Monsieur Christian Courtier. Bonjour Monsieur Courtier. Bonjour Laurent. Vous êtes producteur en arboriculture et en vigne et vous êtes basé en Haute-Marne. Exactement. Voilà. Et porteur d'un projet agrivoltaïque, vous allez nous expliquer, avec une logique de diversification mais également de transmission. C'est un thème qu'on abordera et vous pourrez nous faire part de votre expérience puisque je crois que c'est votre fils qui reprendra la suite. C'est bien ça? Exactement. Et voilà, vous allez nous expliquer ça. De production de raisins de table et puis également de l'élevage, moutons. Et puis, on verra justement cette diversification sur une autre filière, peut-être moins connue des projets agrivoltaïques, qui sont les fruits rouges. À votre gauche, Madame Alizée Loiseau. Bonjour Madame Loiseau. Bonjour Laurent. Vous appartenez à la structure AgroSolutions, qui est une filiale du groupe InVivo, et je crois que vous êtes un cabinet de conseil pour les entités du groupe InVivo, mais pas que. Mais pas que, effectivement, on accompagne un certain nombre d'acteurs sur les sujets agricoles de manière générale. Voilà, donc de nombreux spécialistes, vraiment des experts par métier, par technologie, et vous êtes spécialiste de l'agrivoltaïsme au sein de cette structure. C'est bien ça. Voilà, depuis 5 ans sur ces projets, donc vous en avez vu passer quelques-uns, donc aussi une grosse légitimité et expérience. Monsieur Bouillet, Cyril Bouillet, bonjour. Bonjour Laurent. Donc vous travaillez au sein de Photosol et vous êtes directeur du pôle agricole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça englobe le pôle agricole chez Photosol? Très bien, oui, je peux effectivement vous expliquer. Donc on accompagne les porteurs de projets agricoles tels que Christian dans leurs projets de diversification, donc projets agrivoltaïques. Et donc on réfléchit avec eux à comment adapter ces projets-là à leur exploitation, à leur filière et à leur système, et à définir les impacts que vont avoir ces projets sur leur exploitation. Et donc on a une équipe effectivement qui est dédiée à cela, et en plus de cela on s'occupe de R&D pour mieux comprendre les synergies entre les installations photovoltaïques et les productions agricoles, et on a aussi une partie plutôt dédiée au partenariat puisque ces projets doivent se construire avec le secteur agricole, les acteurs économiques et institutionnels du secteur agricole, et donc on fait cela. Donc à la fois développement, commercialisation, mais aussi R&D et partenariat avec l'écosystème agricole. Un grand merci pour cette précision ou clarification. Le thème, c'est le suivi, c'est les résultats. Est-ce qu'on peut faire un tour d'horizon des retours d'expérience et des études scientifiques finalement, parce que l'enjeu, c'est les synergies, ou en tout cas les complémentarités, ou en tout cas ne pas impacter négativement l'autre composante entre les installations agrivoltaïques et l'activité de production agricole. Madame Loiseau, est-ce qu'on a des études pour des productions végétales? On a aussi beaucoup de projets sur de l'animal avec des prairies. Quel est l'état de l'art là-dessus? Alors aujourd'hui, on commence à avoir les premiers retours sur les centrales agrivoltaïques, ou en tout cas qui étaient considérées comme agrivoltaïques, que ce soit sur des productions animales surtout, et végétales, arboriculture, vigne. C'est vrai que pour l'instant, par contre, en grande culture, qui représente pourtant une grande partie de notre assolement en France, on a très très peu de retours. Il y a quelques démonstrateurs, mais globalement, on a assez peu de données publiées. Alors, c'est des sujets en pleine évolution, il y a des suivis qui s'organisent, on commence à avoir des données, et puis tous les 6 mois ou tous les ans, dans les différentes conférences, on voit que les données arrivent et qu'effectivement, en fonction des systèmes, on a des effets positifs, parfois négatifs aussi, et c'est pour ça que ces systèmes sont là en test, pour savoir quelles vont être les bonnes pratiques et quels services l'agrivoltaïsme va pouvoir apporter et dans quelles conditions. Alors, vous parlez de la temporalité, parfois c'est positif, parfois une année ça peut être négatif. Ces projets, de toute façon, ils s'inscrivent sur un temps long. Ce qu'on va faire, c'est on va moyenner sur 3-5 ans les résultats. C'est ça, on est sur des projets agricoles et de manière générale dans l'agriculture. De toute façon, il faut regarder les données pluriannuelles. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Donc cette partie vraiment itération des données, c'est très important pour avoir suffisamment de retours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les sites AgriPV, on commence à avoir les premières données. Il
faut bien les prendre comme des tendances, mais c'est vrai qu'il faut attendre les prochaines années aussi pour être sûr que ces tendances se confirment bien. Tendance lourde ou pas à confirmer. Monsieur Bouillet, est-ce que, alors vous dites on a des partenariats, j'imagine que vos partenariats peuvent être aussi sur des aspects scientifiques. Est-ce que vous avez des études à partager avec nous ou des thématiques? On peut penser à l'élevage, le bien-être, tout ce qui est prairie. C'est souvent des thèmes qu'on entend. De quoi disposons-nous? Tout à fait. Effectivement, Photosol, en fait, ça fait depuis 2008 que Fondosol a été fondé. Et on est très rapidement allé sur l'agrivoltaïsme d'élevage et on a initié dès 2020 une étude avec INRAE, l'UREP, qui est basée à Clermont-Ferrand, qui est spécialisée dans les écosystèmes prairiaux, et on s'est attaché à suivre l'évolution du microclimat sous des systèmes agrivoltaïques et à mieux comprendre comment cela influençait sur la dynamique de la pousse de l'herbe. Et donc effectivement, on a 2 années de mesures depuis 2020, 2 années complètes, sur 2 sites, un à Brèze dans l'Allier, un autre donc à Marmanac dans le Cantal, en climat plutôt montagneux, et on a une conclusion, je dirais, assez générale qui montre qui dit qu'on a une quantité d'herbe de biomasse équivalente sur une parcelle photovoltaïque, enfin agrivoltaïque, et une parcelle sans installation photovoltaïque. Et alors évidemment, on parle, ça c'est la grande conclusion, mais après il faut aller un peu plus dans le détail parce qu'évidemment il y a un impact sur la dynamique notamment. On s'aperçoit que l'herbe va démarrer plutôt au printemps et va pousser plus tardivement à l'automne sous les installations photovoltaïques. Et on s'aperçoit aussi qu'au cœur de l'été, l'effet protecteur des panneaux va permettre de conserver le végétal en état de pousser, et effectivement on continue à pousser même au cœur de l'été grâce à ce microclimat qui a été créé par ces installations photovoltaïques. On voit aussi qu'on a les graminées qui vont prendre le dessus par rapport aux légumineuses quand il y a un fort effet d'ombrage, donc plutôt sous les panneaux. Une densité du coup un peu plus faible par rapport à cette présence exclusive de graminées. Et on a donc une spécialisation, on va dire, de la flore sous les panneaux. On s'aperçoit aussi que sur la qualité de l'herbe, il y a une évolution. C'est-à-dire que sous les panneaux, on a une herbe qui va du coup avoir tendance à s'allonger, la graminée, à faire de la feuille, et qui va devoir effectivement aussi forcer sur la chlorophylle pour, je dirais, capter la lumière. Et donc on a une herbe qui est beaucoup plus protéinique que celle qui est en interrangée ou sur le parti témoin. Et on voit aussi qu'elle a un peu moins de sucre. Et donc c'est une herbe qui peut paraître un peu moins appétante. Ça n'empêche qu'on remarque, et ça c'est notre étude aussi qui le dit avec la Chambre d'agriculture de la Nièvre, que cette herbe est totalement pâturée, qu'il y a un pâturage qui se fait de manière un peu, je dirais, dans le temps, et on voit un pâturage très différent finalement que ce qui pourrait se passer sur un site non agrivoltaïque, et donc sans installation photovoltaïque. Et finalement, on s'aperçoit, grâce à cette étude aussi de la Chambre d'agriculture de la Nièvre, que les animaux qui sont présents sur ces parcs ont une croissance, en tout cas les agneaux, une croissance plus stable et plus importante, parce que moins liée aux conditions climatiques extérieures. Moins de stress climatique finalement. Moins de stress, exactement. L'effet d'ombrage au cœur de l'été, évidemment, va protéger des fortes températures, etc. Mais je dirais même en début de saison, ces panneaux vont permettre de protéger du froid, notamment la nuit, de la pluie, et les agneaux qui croient donc pendant 4 mois sur ces parcs ont une croissance, on a relevé entre 3 et 5 kilos de plus par rapport à des agneaux qui étaient élevés sur une parcelle voisine. Donc on montre effectivement une dynamique de la pousse différente, une qualité de l'herbe un peu différente, mais une croissance des agneaux qui est très intéressante au final. Et c'est ce qu'on cherche, évidemment, c'est la production de viande. Qui est au final, effectivement, l'ultime juge qui est le rendement au niveau des animaux. Monsieur Courtier, donc, je l'ai évoqué très brièvement, vous êtes sur un projet de diversification avec un atelier fruits rouges, c'est bien ça? Production de fruits rouges. Exactement. Oui. Comment vous gérez, vous vivez ce projet? Est-ce qu'on apprend en marchant? Est-ce qu'il y a déjà des études sur fruits rouges? Et puis, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte ou ce que vous pouvez observer, sur quoi vous avez construit votre projet en se disant, j'espère que j'aurai ça? Alors, dans la continuité de ce que vient de dire Cyril, effectivement, le rôle des panneaux, pour moi, était une évidence en termes de protection des cultures, notamment. Aujourd'hui, il y a des aléas climatiques.
protection climatique. On a des aléas climatiques qui sont de plus en plus récurrents. Régulièrement, on a des périodes de gel qui arrivent au mauvais endroit. On a l'été des chaleurs assez excessives. On a la grêle qui peut aussi arriver au moment des récoltes. Donc pour moi, la synergie s'est faite, je dirais, naturellement, puisque les panneaux, pour moi, ont un rôle de protection par rapport à ces aléas climatiques. Et comme disait Cyril au préalable, par rapport à une protection des prairies et autres, sur les cultures, on a exactement la même chose, mais de façon un peu plus technique, je dirais, puisqu'on va plutôt regarder des éléments qui pourraient venir protéger en plus des accessoires, c'est-à-dire sur ces panneaux photovoltaïques, on peut aussi rapporter par exemple des filets, mettre des gouttières qui nous permettent de gérer tout ce qui est gestion de l'eau. Ces filets peuvent venir aussi protéger, faire des barrières contre les insectes. Et puis on peut aussi mettre des filets anti-grêle, des choses comme ça, qui viennent effectivement diminuer le risque par rapport à ces aléas climatiques. Donc on va voir finalement ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on apprend aussi en marchant, hein, c'est-à-dire qu'on a des techniques qui marchent, on teste des choses et on valide aussi avec des études scientifiques. On est bien dans cette logique-là d'apprendre. Oui, bien évidemment, on est au balbutiement, donc oui. Il faut tester aussi des choses. Oui. Sur mon projet, c'est ce qu'on a mis en place en fait avec les acteurs qui ont pris part à ce projet-là, c'est-à-dire qu'on aura des zones témoins et qui nous permettent en plus de regarder ce qui se passe et puis de mesurer. On a aussi des sociétés qui ont déjà mis en place en fait des cultures sous des ombrières. On a des retours sur fruits rouges. Moi, c'est mon projet, une partie fruits rouges et une partie vignes raisin de table. Et on s'aperçoit que ça fonctionne, puisque en termes de production, on est quasi semblable. Mais surtout aussi, il ne faudrait pas se focaliser que sur la production. Il y a aussi tous les critères qui sont nécessaires à la commercialisation. Je parle notamment du calibre, du taux de sucre, de la couleur. Parce que si vous produisez mais que vous n'avez pas tous ces éléments-là, ben, vous ne pouvez pas vendre et il n'y a pas d'intérêt. Donc aujourd'hui, ces résultats sont plutôt encourageants. Ils ont été validés par l'Agroscope, qui est une société l'équivalent de l'INRA, en Suisse, et on sait que voilà, ça a plutôt tendance à fonctionner. Donc aujourd'hui, le but, c'est de continuer et d'avancer dans cette démarche. Merci, au moins, voilà, on a vu à la fois des études scientifiques évoquer votre expérience, des références suisses que vous évoquez, notamment dans les fruits rouges. Alors, on entend beaucoup parler du cadre réglementaire. Il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Quel est le cadre réglementaire pour ces projets ? Monsieur Bouillet, est-ce qu'on peut faire un état des lieux ? Quel est le cadre réglementaire actuel et les éléments qui sont en discussion? Oui, alors effectivement, le cadre réglementaire n'est pas encore figé puisqu'on est dans l'attente imminente des décrets et de la version définitive. Il y en a une version qui a été mise en consultation dernièrement et donc on attend effectivement, je dirais, les conclusions du gouvernement sur ce sujet-là. Mais qu'est-ce que disait ce décret qui semble être une version assez proche de ce qu'on devrait avoir? Elle parlait donc de technologies éprouvées, c'est-à-dire que l'ADEME va devoir statuer sur les technologies qui seront dites éprouvées. Et ces technologies éprouvées seront liées évidemment, donc technologies agrivoltaïques, seront liées à notamment ce qu'on appelle un taux d'occupation du sol, un TOS spécifique. Et ces technologies éprouvées, donc on est dans l'attente effectivement aussi ensuite d'un arrêté que l'ADEME aura pu je dirais, alimenter avec ces technologies qu'elle aura figées. Donc ces technologies éprouvées, je pense qu'on peut imaginer qu'on ne les aurait pas tout de suite, puisqu'il va falloir avoir un certain nombre de retours d'expérience un peu plus importants. L'observatoire qui va être mis en place aussi sur les installations agrivoltaïques va alimenter évidemment cette réflexion-là. Et puis on peut imaginer qu'il y aura une première salve de technologies éprouvées et qu'au fur et à mesure, nous en aurons d'autres. Pour celles qui ne sont pas éprouvées, il y a une limite aussi de taux d'occupation du sol qui a été figée pour le moment dans ces décrets-là, qui est à 40%. Donc pour 40% de taux de couverture des panneaux. C'est-à-dire qu'on devra respecter, en attendant ces technologies privées, respecter ce taux d'occupation des sols.
Nous, les essais qu'on a menés avec INRAE sont sur la pousse de l'herbe, sont sur des taux d'occupation du sol qui vont un peu au-delà de 40%, mais ça nous paraît être un taux, en tout cas, une ligne, je dirais, qui nous permet de développer un certain nombre de technologies qui va permettre l'innovation sans la restreindre. Voilà, donc ça c'est pour le taux d'occupation du sol. Il y a d'autres choses évidemment qui sont beaucoup plus précises. On ne doit pas perdre plus de 10% de la productivité agricole et on ne doit pas non plus impacter la surface agricole avec des installations. Donc on devra être en capacité en tout cas d'exploiter du point de vue agricole au moins 90% de la surface de la parcelle. Voilà, donc il y a un certain nombre de critères comme ça. Je ne vais pas aller plus loin, vous aurez l'occasion de relire les décrets vous-même pour ceux qui le souhaitent. Mais ce qui est important aussi, c'est ce que va mettre en place ce décret et ce que va mettre en place cette loi, c'est toute la partie suivi. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on l'a dit, ce sont une filière nouvelle finalement, des systèmes encore assez peu connus, même si on a des retours d'expérience comme les nôtres, comme ceux d'autres personnes, ça n'empêche qu'il faut encore aller un petit peu plus loin. Et donc il y a un suivi qui a été demandé pour alimenter, et avec un suivi qui est plus ou moins, je dirais, important en fonction du type de technologie. Pour les technologies éprouvées, c'est un suivi tous les 5 ans. Pour les technologies non éprouvées, c'est tous les 3 ans. Voilà, et donc avec un certain nombre d'indicateurs techniques qui vont encore être fixés, qu'on attend, on ne les connaît pas encore, et qui vont donc alimenter l'ADEME sur ces données. Voilà un peu ce que dit ces décrets pour une filière jeune et qui reste encore à construire. Une logique un petit peu de garde-fou finalement dans ce qu'on se dit, ou garantir toujours au service des projets agricoles. Madame Loiseau, finalement, on voit qu'on a un cadre politique qui est un peu incertain, mouvant, un petit peu ce que vous nous expliquez, avec des listes qui peuvent bouger, et on est sur des projets au long cours. Comment on fait pour concilier ces deux temporalités ? C'est vrai qu'aujourd'hui, l'incertitude réglementaire, c'est un petit peu problématique sur les projets, surtout du point de vue agricole, parce qu'on est sur des temps longs où finalement, entre les débuts de discussion avec les développeurs et le moment où le projet est construit, on est souvent sur 5, 6, voire 7 ans. Et pour les projets qui aujourd'hui sont en cours de développement, mais pas encore en instruction, a priori, donc ils vont être impactés par le projet de décret. Alors c'est très bien qu'il y ait un cadre réglementaire qui se mette en place. Mais c'est vrai que ça veut dire que des projets qui ont peut-être été initiés il y a 1 ou 2 ans vont devoir être revus en fonction de ce décret qui n'était pas connu au démarrage des projets et que potentiellement ça va impacter un certain nombre de projets. Et peut-être rapidement aussi sur la partie suivi et technologie éprouvée, il y a bien la notion de territoire et de pédoclimat qui est évoquée dans le suivi. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, la plupart des démonstrateurs sont quand même dans la moitié sud de la France, mais on sait très bien que des projets agrivoltaïques, on en aura sur tous les territoires. Et on sait aussi qu'au niveau agricole, en fonction des zones où on est, les variétés, les rendements, n'aura pas forcément les mêmes effets. Et c'est très important d'avoir suffisamment de sites dans des zones différentes avec un suivi commun qui permettra, des critères communs qui permettront de mieux conseiller sur les futurs projets. Critères communs, mais potentiel de rendement par exemple, ou de choses comme ça qui peuvent être variables, toujours en proportion de la référence avant le projet. Monsieur Courtier, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce cadre réglementaire ? Parce que vous avez initié votre projet, il y a un décret en attente, vous attendez que le décret soit publié. Enfin, comment on fait pour finalement avancer dans un cadre réglementaire un peu incertain comme celui-là ? Alors, avancer, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, on demande aux producteurs, agriculteurs, plutôt d'avoir une agilité dans la gestion de leur entreprise, de leur ferme. Et quand le cadre juridique est flou, on n'arrive pas à se projeter. Donc, effectivement, comme vous l'aviez précisé, pour ma part, mon projet a été initié il y a 4 ans. 2 ans qui ont été consacrés à l'étude environnementale. Et puis dans l'organisation avec les institutionnels, pour ma part au niveau de la Chambre d'agriculture de la Haute-Marne, ces derniers avaient mis en place une charte donc au niveau du département pour essayer de mettre des règles, je dirais, sur ces nouveaux modèles agri-photovoltaïques. Et puis, chemin faisant, est arrivée donc la loi APER et ce décret. Et du coup, ça vient remettre un petit peu en cause le travail qui avait été fait au niveau des chambres pour uniformiser un petit peu tout ça sur un cadre plutôt national.
la principale difficulté, c'est qu'effectivement, on fait un travail et puis après, on nous demande de revoir certaines choses. Donc, ça prend du temps. Et malheureusement, quand on se projette, quand on a un projet, on se fixe en fait une deadline, une limite où on se dit voilà, à telle année, je vais pouvoir commencer mes cultures. Et puis finalement, c'est reporté. Donc effectivement, il serait intéressant, je dirais qu'aujourd'hui, tous les institutionnels aussi se basent sur des sociétés comme Photosol, comme AgroSolutions, qui sont, je dirais, tous les jours au contact des porteurs de projets, et puis plutôt mettre en place en fait une forme d'intelligence collective par rapport à ces personnes-là qui, eux, ont l'habitude du terrain. Voilà, je pense que le terrain, c'est important aussi, et puis les producteurs, les agriculteurs, et c'est eux aussi, quelque part, qui apportent les réponses aux questions. Ça veut dire faire confiance aussi aux gens du terrain, aux acteurs. Hein, c'est dans ce que vous dites, ça se base sur la confiance que vous dites. Hein, cette intelligence collective, on peut se baser sur les propositions qui sont faites par le terrain. Quelles sont, selon vous, les bonnes pratiques pour se lancer sur un projet agrivoltaïque ou dans un projet agrivoltaïque? Donc sur les bonnes pratiques au niveau agricole, le premier critère, ça va quand même être s'adapter au matériel existant et ou futur des exploitations. C'est vrai que quand on est sur des systèmes en arboriculture ou en vigne, on a des interrants qui sont toujours les mêmes, donc on a du matériel proportionnel et qui a priori va peu évoluer. Par contre, dès qu'on est sur des productions de fourrage ou de grandes cultures, on a du matériel qui s'est beaucoup agrandi en taille au cours des dernières dizaines d'années. Donc ça, c'est un critère à prendre en compte aussi dans la réflexion. Adapter les interrants aussi avec des interrants proportionnels, parce que ça peut paraître tout bête, mais c'est plus facile de diviser 12 en 3, 4, 6 et 12 en taille de matériel que de diviser 11 au hasard. En termes de proportionnalité de matériel. Et donc, on parle bien là de largeur de travail agricole. Et après, derrière, il y a la largeur interrangée ou interpieux, où il faut considérer des espaces de sécurité pour les engins agricoles par rapport aux panneaux. Et donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Pareil, les aires de retournement des engins agricoles, les points de sortie et d'entrée. Ça peut paraître des règles vraiment de base, mais qu'il faut vraiment se poser dans les questions dès le début, parce qu'une fois que le projet est construit, les interrangées sont fixes et c'est plus possible de changer ces écartements. Donc ça, c'est vraiment le départ. Et après, en fonction des systèmes agrivoltaïques, potentiellement, il va y avoir aussi plus de temps de travail pour l'agriculteur. Parce que typiquement, sur des zones de fourrage et ou de grandes cultures, on va avoir des bandes enherbées ou des zones non cultivées au pied des panneaux qui correspondent à la distance de sécurité engin-panneau. Et ces zones-là, il va bien falloir les entretenir. Donc, c'est un temps de travail supplémentaire. Et potentiellement, par rapport à la taille du matériel aussi de l'agriculteur, si on est sur des tailles un petit peu plus petites, par exemple, si on est sur 12 mètres de travail, quand on voit que les pulvérisateurs en grande culture, la taille moyenne aujourd'hui, c'est 28 mètres, ça veut dire qu'on double, voire triple ce temps de travail sur ces opérations-là. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Et c'est pour ça qu'en fonction du système, il faut vraiment se poser la question, quel va être mon temps de travail supplémentaire ? Et c'est aussi pour ça qu'en fonction du type de système agrivoltaïque, on va conseiller de ne pas aller au-delà de 30% de la surface agricole utile des exploitations. Parce que justement, il faut prendre en compte cette histoire de temps de travail, ou en tout cas, il faut vraiment se poser la question et ne pas multiplier le temps de travail. Si une exploitation aujourd'hui, elle est très juste en termes de temps de travail, il faut vraiment se poser la question. S'il y a un peu plus de marge, on peut avoir un peu plus de souplesse, mais en tout cas, c'est des choses auxquelles il faut penser en termes vraiment très pratico-pratiques, on va dire. Merci beaucoup. Monsieur Courtier, avec votre expérience, quels conseils en termes de bonnes pratiques, à quoi faut-il faire attention quand on lance un projet? Alors même s'il n'est pas abouti, mais vous avez quand même déjà fait une bonne partie du chemin. Quels sont vos conseils par rapport à un projet de ce type-là? Pour apporter un complément à ce qui vient d'être dit, effectivement, le premier conseil que je pourrais donner, c'est bien définir son projet. On sait qu'on part aussi sur du moyen-long terme. Donc il faut vraiment définir ce qu'on veut faire en termes de culture. Et puis ensuite, avec le développeur, en fait, on doit axer le projet autour du projet agricole et pas l'inverse. C'est-à-dire que ça doit être les panneaux qui doivent venir apporter
un intérêt à la production agricole. Ouais. Et ça, c'est important. Je pense que c'est même le plus important. Ensuite, effectivement, comme on vient de le dire, il faut prendre en compte aussi la façon dont on va travailler. Et puis, il faut arriver à se projeter parce que le matériel évolue. Également aussi les systèmes de conduite. On n'en a pas parlé, mais le palissage, par exemple, sur la vigne en Champenois, on est beaucoup plus bas. Si on prend des palissages alsaciens, on est beaucoup plus haut. Donc, il faut aussi penser à ça. Et puis, comment on va implanter aussi notre production ? Parce qu'en fonction de l'implantation, si on a une implantation plutôt nord-sud ou plutôt est-ouest, on positionnera aussi les panneaux de façon différente avec des intérêts différents. Si on a par exemple une protection des panneaux côté sud, on va apporter beaucoup plus d'ombrage l'après-midi, ce qui peut être intéressant dans les endroits où on a des problèmes d'ensoleillement ou de température très élevée. Toujours adaptation, finalement chaque projet est un petit peu sur mesure de ce qu'on entend. Monsieur Bouillet, un conseil en termes de bonnes pratiques? On a vu, faut bien connaître son projet. Là, on est à titre individuel. Est-ce qu'il y a des choses à voir au niveau collectif, au niveau des territoires, dans des logiques de ce type-là? Oui, tout à fait, parce qu'après ces projets, donc, on les adapte évidemment à l'exploitation agricole et après, il faut, je dirais, démontrer au territoire que ce sont des projets qui effectivement ont été bien pensés, qu'ils ont un intérêt pour l'exploitation, mais aussi pour le territoire. Et donc, vous avez un certain nombre d'acteurs des territoires qui aussi ont réfléchi à ces bonnes pratiques ou à comment est-ce qu'ils verraient le développement de l'agrivoltaïsme sur leur territoire. Et donc, il y a un certain nombre de doctrines de la part des chambres d'agriculture, de la part des DDT qui peuvent émerger. Alors, ces doctrines, quelque part, viennent un peu en deuxième rideau par rapport au décret qui va sortir. Donc il y a des éléments qui sont toujours très intéressants pour bien comprendre aussi la philosophie derrière l'agrivoltaïsme, parce qu'il y a aussi une histoire de sécurisation des exploitations agricoles avec un revenu qui est complémentaire à leur activité actuelle. Et donc voilà. Donc nous, on travaille évidemment avec les acteurs des territoires pour bien comprendre leurs attentes. On les respecte le plus possible. Après, il peut y avoir des choses qui peuvent paraître un peu qui vont peut-être de temps en temps trop loin dans la manière de concevoir les projets agrivoltaïques, parce que le projet agrivoltaïque, c'est effectivement un projet agricole. On en a beaucoup parlé à l'instant, et c'est aussi un projet photovoltaïque. Et les deux doivent trouver leur synergie et leur modèle économique. Et donc, effectivement, certains souhaiteraient qu'on découpe le plus possible ces projets-là sur le territoire pour qu'un plus grand nombre d'agriculteurs en profitent, ce qui est effectivement tout à fait louable. On est plutôt dans d'autres réflexions à alimenter aussi des fonds qui pourraient permettre de financer des projets de territoire dédiés à l'agriculture. Voilà, donc il y a un autre Vous êtes dans une réflexion sur ce sujet-là ? Oui, c'est des réflexions qui sont déjà avancées aussi par les acteurs des territoires. On voit en Gironde, dans la Nièvre, etc., un certain nombre d'associations, de GUFA qui se montent, de groupements d'utilisation de financement agricole, qui ont vocation effectivement à recevoir la compensation qui peut émaner de ces projets-là, compensation agricole collective, et qui ont donc vocation à gérer ces fonds-là pour en faire profiter le plus largement possible les agriculteurs du territoire. Répartition de la valeur finalement au sein des territoires. Peut-être une dernière question. On parle beaucoup du renouvellement des générations. L'enjeu, un petit 390 000 exploitations agricoles, 389 000 précisément au dernier recensement. Selon les estimations, 30 à 50% des exploitations qui vont changer de main dans les 10 ans, avec deux options, soit un agrandissement, soit une reprise par un tiers. Comment ces projets ou cet agrivoltaïsme peut-il contribuer au renouvellement des générations et à la perte, limiter la perte de terres agricoles? Et on a vu pour certains porteurs de projets aller contre l'agrandissement. On a entendu des porteurs de projets qui avaient à cœur de transmettre une ferme et ne pas la vendre pour agrandir une ferme existante. Comment ça contribue à cela, Monsieur Bouillet, au renouvellement des générations? Est-ce que ça s'intègre bien là-dedans, ce qu'on est en train de discuter? En fait, effectivement, ce sont des projets qui sont, je pense, leur intérêt effectivement pour le secteur agricole, au-delà de la parcelle où il y a évidemment, on en a parlé longuement avant, un intérêt, je dirais, en termes de synergie, de lutte contre les effets du réchauffement climatique, etc. Il y a aussi un intérêt de consolidation et de pérennisation des exploitations agricoles.
et de les rendre, je dirais, plus pérennes, mais plus facilement aussi transmissibles. Et donc, ce sont des installations qui ont effectivement vocation à apporter un revenu récurrent pour 30 ans, stable, et qui du coup permettent à cette exploitation de se transmettre et donc à accueillir une nouvelle génération d'agriculteurs. C'est en plus, je dirais, une manière de rendre un peu moins, je dirais, sensible aux aléas, pas que climatiques, mais aussi des marchés de ces exploitations-là. Et donc ça, je dirais, ouvre aussi les portes d'autres réflexions des jeunes générations qui sont aussi là pour, je dirais, faire de la transition agricole, qui n'ont pas forcément la volonté de faire la même chose que ce que faisaient leurs parents, de la même manière. Et donc il y a aussi une volonté de tester de nouvelles choses. Tester de nouvelles choses, ça demande des moyens, ça demande une vision. Et à long terme, du point de vue financier, économique évidemment, mais aussi de ce qu'on souhaite faire. Et donc l'agrivoltaïsme, quelque part, s'inscrit aussi là-dedans. Et donc c'est important dans ces projets-là, évidemment, de s'intéresser au projet de la parcelle et de la filière, mais aussi de s'intéresser à l'exploitation, et même, je dirais, au-delà de la filière agricole dans laquelle on s'insère. On est aussi sur des énergies renouvelables. Est-ce que ça fait partie de cet attrait qu'on peut... Est-ce que dans les porteurs de projets, que vous voyez ça, avec lesquels vous travaillez, en passé ou en cours, vous avez aussi cette... Est-ce que les gens l'expriment, cet intérêt pour une autre source d'énergie de type renouvelable ? Alors, je pourrais aussi laisser les autres autour de la table aborder le sujet, mais clairement, on nous en parle, oui, évidemment. Il y en a qui ont des convictions à ce niveau-là. Le fait qu'aujourd'hui, il va falloir abandonner quand même les énergies fossiles pour limiter le réchauffement climatique. Et ce sont des agriculteurs qui voient tous les jours sur leur exploitation ce qui se passe et les effets de ce réchauffement climatique. Et on le voit même, nous, à titre personnel, dans nos jardins, si on en a. Et voilà, donc il y a cette volonté-là. Ce sont des agriculteurs qui sont déjà inscrits dans cette logique-là. Certains ont déjà équipé leur bâtiment en panneaux photovoltaïques, ont d'autres projets de construction de bâtiments, pensent à l'autoconsommation, pensent à la méthanisation, etc. Donc ça ne se limite pas évidemment à l'agrivoltaïsme, ça va bien au-delà. Mais en général, effectivement, on a affaire à des agriculteurs qui ont évidemment cette idée-là aussi pour demain. On voit bien que c'est un raisonnement finalement très large. Vous l'avez dit, diversification, tester, équation économique, on l'a vu, et autres énergies renouvelables, la même chose. Madame Loiseau, on a vu qu'il y a quand même ce sujet transmission, perte de terres agricoles. Comment ça s'inscrit là-dedans ? Parce qu'on voit bien qu'il y a un défi avec cette transmission potentiellement d'une ferme sur deux dans 10 ans. Comment ça s'inscrit là-dedans, l'agrivoltaïsme ? C'est vrai que c'est quand même un véritable levier pour les exploitations, effectivement, avec une certitude. Alors, ça va dépendre des modèles agrivoltaïques et de ce qu'on va apporter comme service, mais en tout cas, c'est un contrat sur 20, 30 ans, 40 ans, donc il y a une certitude. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des exploitations qui, pour la plupart, sont, dans un certain sens aussi, dépendantes des aides de la politique agricole commune. Et un des critères des agriculteurs que nous, on a aussi au quotidien, c'est aussi de nous dire, en fait, tous les 5 ans, la réglementation change, on n'a pas les mêmes aides, de manière générale, elles diminuent. Là, au moins, j'ai un contrat sur 20, 30 ou 40 ans où je sais que j'aurai une rémunération fixe, potentiellement qui va augmenter aussi avec l'inflation. Mais du coup, j'ai moins cette notion d'incertitude et ça va être plus facile de me projeter dans le futur et dans potentiellement la transmission ou la revente de mon exploitation. Et c'est vrai aussi que sur un certain nombre de zones climatiques, aujourd'hui, on arrive un petit peu dans des impasses, notamment par exemple sur les plateaux, sur les petites terres du nord de la Côte d'Or et dans l'Yonne. Aujourd'hui, on est un petit peu sur des impasses agronomiques où les rendements sont de plus en plus faibles. C'est difficile d'avoir une rentabilité. Et quand on a une moyenne française de 68 quintaux par hectare en blé, sur certaines exploitations, on est à 45, 50. C'est dur de trouver une rentabilité. Et peut-être que dans ces zones-là, l'agrivoltaïsme, ça permettra aussi de maintenir des exploitations qui sinon ne seraient pas forcément transmissibles et où il y a des terres qui ne seraient plus forcément en culture. Moi, sur ces zones-là, j'ai déjà des agriculteurs qui m'ont dit, moi, de toute façon, dans 10 ans, s'il n'y a pas de projet, vu la rentabilité de mes parcelles, je passe tout en jachère. C'est triste à dire, mais du coup, ils ne voyaient plus de rentabilité à long terme s'ils continuaient à cultiver de cette manière-là. S'il y a un revenu additionnel à côté, ils vont continuer à cultiver parce qu'il y aura une rentabilité, mais c'était plus forcément le cas, que ce soit en termes d'impact climatique et aussi d'évolution réglementaire où
il y a un certain nombre de pratiques qui ne sont plus autorisées et qui évoluent en tout cas. Et ça fait partie des leviers pour changer un petit peu les systèmes. Monsieur Bouillet, vous vouliez dire? Je voulais juste rajouter un chiffre. C'est vrai que tous les ans, c'est quand même 30 000 hectares de terres agricoles qui s'enfrichent, qu'on perd. Donc c'est un chiffre quand même très important. Et donc c'est vrai que l'agrivoltaïsme n'ira pas forcément sur l'ensemble de ces surfaces-là, mais en tout cas peut permettre à des exploitations qui sont dans ces zones effectivement à très faible potentiel agronomique de résister à ces effets du réchauffement climatique, puisque c'est aussi lié à cet effet du réchauffement climatique, ces pertes de terres agricoles. On voit que c'est un raisonnement un peu large. Monsieur Courtier, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous êtes dans une logique de diversification, mais aussi de transmission à votre fils. Comment vous voyez ça? Est-ce que ce projet agrivoltaïque fait que votre fils a été plus intéressé? Enfin, comment vous l'avez raisonné par rapport à la transmission? D'une façon générale, effectivement, la stabilité financière, elle est très importante, puisqu'on part sur un bail emphytéotique qui est à minima d'une vingtaine d'années, 25 ou 30 ans. Aujourd'hui, pour les nouvelles générations, c'est important en termes de rassurer les banques, par exemple, quand vous voulez aller faire un investissement. Si vous avez cette stabilité financière, ça sera d'autant plus facile ou rassurant auprès de votre banquier pour pouvoir développer votre exploitation. Donc effectivement, c'est un levier pour moi, alors pas principal, mais complémentaire en fait à l'activité qui est mise en place, mais un levier qui est important et une opportunité à saisir, puisque d'un point de vue économique, ça sera toujours un prévisionnel sur un moyen long terme qui sera regardé. Et puis juste peut-être aussi pour apporter une précision aussi qu'on n'a pas forcément évoquée, mais les installations sont très souvent aussi équipées de capteurs qui permettent aussi de la prise de décision, et puis la prise de décision rapide, puisque c'est des capteurs qui peuvent permettre de donner des infos en temps réel. Donc pour les nouvelles générations, c'est aussi important pour eux de travailler avec les outils digitaux qu'ils ont toujours connus. Donc finalement, on voit de multiples bénéfices. Donc ce qu'on a vu tout au long de ce débat, finalement, c'est un projet agrivoltaïque toujours au service d'un projet agricole, un projet qui s'adapte au projet agricole aussi, le potentiel du sol, vous l'avez évoqué, le matériel, on en a parlé, la production que vous voulez choisir, puisque là on parle de diversification. On a vu qu'on a un cadre réglementaire où il faudrait des règles peut-être un peu plus sur un temps plus long, puisqu'on a finalement 2 temps qui se télescopent un petit peu, mais par contre beaucoup de bénéfices, vous les avez démontrés à la fois en termes de production, l'assurance d'un revenu régulier sur un temps long, vous l'avez tous évoqué, des nouvelles technologies, donc qui s'inscrivent aussi dans cet intérêt des jeunes générations, et puis une approche qui reste à développer largement, on le voit, puisque aujourd'hui il y a des potentialités, des terres en friche, mais aussi un phénomène de transmission à grande échelle. Un grand merci à tous les 3. Je vous souhaite un très bon Salon international de l'agriculture et merci pour vos contributions. Bonne journée.